Καλησπέρα. Bonsoir, nous allons commencer notre discussion en ce qui concerne le film que nous venons de voir et directement, je passe la parole à notre invité, M. Stéphane Goudet, qui va vous parler de ce que nous avons juste regardé. Alors, comme annoncé avant la projection, je vais commencer par dire assez simplement les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film-là dans la programmation, alors qu'il y a d'autres films que j'aime beaucoup. On évoquera peut-être à un moment Saint-Omer, le film d'Alice Diop que j'aime vraiment beaucoup et qui me paraît extrêmement riche à analyser par ailleurs. Le prétexte total, mais il vaudrait aussi pour Saint-Omer, c'est Laurent Larivière est un Montreuillois, et comme j'étais là aussi pour représenter cette salle-là, le Méliès à Montreuil, du coup, choisir un voisin, c'est quand même plus facile. Il se trouve que par ailleurs, il a gagné le prix du 10e festival du film de Montreuil, puisque désormais nous avons un festival dans cette salle, et que par chance, par hasard, le prix lui a été remis par Ruben Östlund, cinéaste suédois qui a gagné l'année dernière sa 2e Palme d'Or. Et d'ailleurs, il doit y avoir une photo quelque part qui les réunit tous les deux. Et donc, du coup, il y avait une espèce de chance de pouvoir rassembler celui qui a eu la plus prestigieuse récompense au monde et celui qui a gagné le prix de notre petit festival. Voilà, Laurent est évidemment à droite de l'image. Voilà, ça c'est purement anecdotique. En revanche, il y a quelque chose de plus profond, c'est que j'ai vis-à-vis de ce film une sorte de sentiment d'injustice. Parce qu'il a été trop peu vu en France et il a été trop peu soutenu par la critique de cinéma. Donc l'idée, c'est qu'on peut faire une carte blanche et se dire « Tiens, je vais montrer un film qui a eu tous les honneurs », et c'est le cas pour Saint-Omer, qui, vous savez, a été longtemps le candidat français pour les Oscars, a gagné beaucoup de prix en France, a gagné le César du meilleur premier film, ce qui n'a pas de sens, parce qu'Alice a déjà fait 7 films, mais c'était des films documentaires, donc ça ne comptait pas. Enfin, c'est comme ça, la logique de répartition entre la fiction et le documentaire qu'il faudrait évidemment bousculer davantage. Ce film-là, de Laurent, il y a un côté un peu secret, et d'une certaine façon, ça rend compte aussi de la façon dont le film fonctionne. C'est un film assez secret, dans lequel les choses se dévoilent petit à petit. Elles ne sont pas tout de suite données, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement où on va. D'abord, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs personnages. Les personnages sont joués par plusieurs acteurs. Et en fait, ce risque-là, la possibilité d'emmener le spectateur avec soi et de lui dévoiler petit à petit de quoi parle le film, me paraît une des beautés du film, de ne pas être immédiatement dans la facilité et de jouer au contraire sur l'étirement du récit qui va lui donner une ampleur de plus en plus grande jusqu'à révéler le cœur du sujet sur lequel on va revenir. Alors pour autant, le film n'est pas non plus totalement passé inaperçu, évidemment. Isabelle Huppert a reçu pour ce film un ours d'or au Festival de Berlin l'année dernière, en 2022. Et évidemment, si le film avait été raté, ils en auraient choisi un autre, puisqu'Isabelle Huppert tourne beaucoup. Et donc, c'était aussi une façon d'honorer le film de Laurent Larivière. Deuxième point, j'ai envie d'expliquer un tout petit peu ce qui fait qu'on s'attache ou pas à un film. Donc, c'est presque des réflexions qui pourraient être assez théoriques, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient très concrètes. Et j'ai envie de les séparer sur 2 enjeux qui, moi, me stimulent comme spectateur de cinéma, mais je pense que tout le monde, en fait, est stimulé par ça. La première chose, c'est qu'un film m'intéresse à partir du moment où il allie, pour citer une formule d'André Bazin, l'intelligence et la sensibilité. Et moi, j'ai envie qu'on s'adresse aux deux, à mon intelligence, que je présume, j'imagine que voilà, il doit y avoir un tout petit peu, et puis à ma sensibilité. Et si le film ne veut s'adresser à moi que sous l'angle de la sensibilité, il me frustre, et s'il ne s'adresse qu'à mon intelligence, j'ai l'impression qu'il manque une dimension sensible et émotionnelle, et que du coup, le film me glace, et me tient à distance et m'intéresse moins. Là, ce film-là, clairement, il joue sur tous les tableaux. Il s'adresse à la fois à ma sensibilité, à mon intelligence. Et je voudrais un tout petit peu raconter ça, y compris parce que c'est des choses dont on ne parle pas, en fait. Un critique, par exemple, ne raconte pas ce que je vais raconter là. Qu'est-ce qui fait qu'un film nous touche ? Et là, pour moi, une des forces du film, c'est les résonances intimes qu'il provoque en moi. C'est une formule désormais très connue dans la critique française de Serge Danet, mais qui s'inspire d'une formule de Maurice Blanchot sur la littérature. Danet avait renversé la question de comment on regarde un film,
Et il disait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le film me regarde. Et ben, je joue à ça. Voilà. Comment est-ce que ce film me regarde? Pourquoi tout à coup, il parle de moi, de mon intimité, et évidemment, j'espère, de chacun de nous, même si les expériences de vie que je vais évoquer ne sont pas toutes les plus joyeuses du monde. Autrement dit, la première chose par laquelle j'ai envie d'entrer dans le film, c'est comment il convoque nos fantômes, à nous individuellement, et en l'occurrence là les miens. Je vais du coup retracer un certain nombre de questions que le film peut provoquer et du coup partager avec nous. Par exemple, qu'est-ce que ça fait de revoir une ex ou un ex dans sa vie? Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est troublé, pas troublé? Est-ce qu'on accepte d'être pris dans les bras ou pas? Si oui, il se passe quoi quand il y a des années et des années qu'il n'y a pas eu de retrouvailles et une scène du café rejoue ça? L'homme veut être pris dans les bras pour une étreinte et il ne se passera rien et il repart dans la profondeur de champ en s'éloignant loin de la caméra comme l'enfant le fera dans le noir à la toute fin. Et il y a évidemment un écho formel entre ces deux départs du père et de l'enfant. Deuxième chose, alors là c'est plus particulier, mais il se trouve que moi le film me parle aussi comme ça. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant proche de soi? En l'occurrence, moi c'était un petit frère qui, alors il n'est pas mort, hein, manque de se noyer. Et en l'occurrence là vraiment par ma responsabilité, par mon défaut de surveillance. Voilà. Cette histoire m'est arrivée vraiment. J'avais 13-14 ans et mon petit frère qui avait 4 ans est tombé dans une piscine, je ne l'ai pas vu, pas entendu. Et c'est un ami qui a plongé et qui lui a sauvé la vie. Il va bien, tout ça, il a une vie tout à fait heureuse. Mais évidemment, quand moi je vois ce film-là, cette expérience-là dont je parle jamais ressurgit. Et donc le film fait vraiment venir à moi des fantômes de ma propre existence. Il me parle aussi par cette dimension intime et sentimentale au sens fort. Troisième élément dont le film se charge, dans quelle mesure est-ce qu'on est attiré par la folie ou par le désespoir des autres? Le rapport entre Isabelle Huppert et Lars Eidinger raconte aussi ça, ce qu'un film qui sort bientôt appelle, en citant Gilles Deleuze, comment on est attiré par le point de démence de l'autre. Et moi, je crois assez à ça, que dans la vie, ce qui nous fascine, c'est pas seulement la beauté de l'autre, ni même sa brillance ou son intelligence, mais qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un point de démence qui fait qu'on s'accroche à l'autre, qu'on s'intéresse à l'autre, et probablement que dans les couples qui durent, c'est une hypothèse, il y a une sorte de rencontre de nos points de démence. Et là, dans le couple que continue à former à la fin du film Lars Eidinger et Isabelle Huppert, pour moi, il y a quelque chose qui se raconte de cette petite folie-là nécessaire à construire une histoire d'amour. Bon, et puis, je pourrais en citer d'autres, hein, mais il y a par exemple, comment est-ce que le film nous interroge sur l'idée qu'on a tous à un moment de changer radicalement de vie pour partir à l'autre bout du monde, soit pour effectivement changer de continent et d'existence, soit pour suivre une personne aimée, comme la figure de la mère dans le film. Et du coup, j'embraye sur quelque chose qui m'est proche sans me concerner personnellement. L'histoire de la mère qui plante tout pour aller vivre de l'autre côté du monde est arrivée à un de mes amis les plus proches. Enfant, sa mère a annoncé qu'elle partait avec un amant au Mexique. Et elle a tout quitté. Et cette histoire n'a pas marché et elle est revenue s'installer à quelques dizaines de kilomètres de son fils et de son mari sans dire qu'elle était revenue en France. Donc évidemment, quand moi je vois le film de Laurent Lerivière, je trouve ça très troublant. Il m'a confirmé qu'il ne connaissait pas cet ami. Je trouve très troublant que tout à coup le film prenne en charge cette histoire-là, dont j'ai toujours trouvé que c'était une histoire à la fois douloureuse et particulièrement romanesque. Bon. Du coup, la première dimension à laquelle moi je suis sensible, c'est à quel point le film est riche en expériences de vie et en émotions diverses et d'une certaine façon poreux, c'est-à-dire qu'il laisse la place pour projeter nos propres histoires et nous y reconnaître plus ou moins. Et cette porosité, je la retrouve là pour le coup sous un aspect plus intellectuel, qui est la façon dont il joue avec l'histoire du cinéma français. Le film est habité par le cinéma français. Il y a aussi ces fantômes-là dans le film. Alors, je vais en citer quelques-uns que moi, je projette dans le film, parce que pour le coup, Laurent confirme un certain nombre de ces références-là, mais je ne lui ai pas toutes citées. Il va les découvrir en regardant le lien, s'il le regarde. Mais ça m'intéresse de voir comment tout à coup, le film se nourrit de ce qu'on projette sur lui.
Et je crois que la force du film, qui est vraiment de travailler sur les strates de fiction, implique aussi ce dialogue-là avec nos souvenirs, pas seulement intimes, mais nos souvenirs de spectateurs, et donc nos souvenirs de cinéphiles ici. Et donc son positionnement par rapport au cinéma français me paraît assez fort et susceptible d'être développé un peu. D'abord parce qu'il fait partie de ces films, et il y en a un certain nombre, j'en citerai un ou deux tout à l'heure, qui s'érigent contre le dogme de la vraisemblance. Or, dans le cinéma français, il y a une tradition réaliste, naturaliste, qui laisse à penser que la vraisemblance est nécessaire, fondamentale. Ici, si on ne se laisse pas porter par le plaisir du mensonge et de la fiction, on passe à côté du film. Et ça implique quelques entorses à la vraisemblance, quelques coups de force scénaristiques. Et moi, je crois que la croyance dans le cinéma a besoin de ça, de s'échapper de ce dogme de la vraisemblance scénaristique. Deuxièmement, donc, le film va constituer une sorte d'archipel de références qui constitue une sorte de maison familiale commune, pour jouer avec le film. Alors, je vais citer quelques titres auxquels on pense assez spontanément. Quand Isabelle Huppert s'adresse au début du film face caméra, c'est un regard caméra, un des films qui a instauré ça de façon très directe et qui du coup a détonné dans le paysage du cinéma français, c'est évidemment À bout de souffle de Jean-Luc Godard, avec Belmondo qui s'adresse au spectateur pour lui dire: si tu n'aimes pas la ville, si tu n'aimes pas la montagne, si tu n'aimes pas la campagne, allez vous faire foutre. D'une certaine façon, il y a une sorte d'écho, là, adouci évidemment, beaucoup plus feutré, mais quand Isabelle Huppert dit au spectateur qu'elle a horreur qu'on l'appelle Joanne, moi, quand je vois cette scène, je me dis: ah zut, à l'entrée, à la caisse, on va tous dire Joanne plutôt que Joan. Et donc, un spectateur français va tout à coup être corrigé sur sa façon de prononcer le titre du film. Et donc, il y a un jeu très clair avec le spectateur qui vient de rentrer dans la salle et qui, tout à coup, n'arrivait même pas à prononcer le titre du film. Deuxième référence, assez claire, à un des grands classiques, là aussi, de l'histoire du cinéma français, c'est Pickpocket de Robert Bresson. Donc, toute la scène en Irlande où on vole des passants et où on montre la technique utilisée pour voler les passants a à voir avec ce grand classique du cinéma français, dans lequel joue par ailleurs un autre grand cinéaste français qui est Pierre Étex, qui fait partie des Pickpockets. Troisième référence très explicite, et là pour le coup, quand j'ai dit à Laurent que j'allais évoquer la constellation de références, il m'a dit: j'espère que tu vas parler d'eux. Et ce film-là, c'est Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais. Il y a une séquence qui le cite très clairement, c'est la séquence empruntée à un documentaire, qui est la souris dans le lait, à qui on enlève le souvenir, en écho évidemment à la situation d'Isabelle Huppert, qui essaye de faire l'impasse sur la disparition de son fils, qui essaye de sauter, d'effacer, gommer le jour où l'enfant est mort pour en prolonger l'existence. Donc, dans Mon oncle d'Amérique, il y a une très forte présence du professeur Henri Laborie qui explique ses théories sur le mode de fonctionnement animal et humain, et c'est illustré par des plans sur des expériences en laboratoire avec des souris. Et donc là, l'emprunt au documentaire sert très évidemment à rendre hommage à Resnais, qui de toute évidence est un cinéaste qui compte pour Laurent Larivière. Et puis, dernière référence très forte, c'est le cinéma de Truffaut, pour sa dimension romanesque. À la toute fin, d'ailleurs, tout à coup, on entend l'insistance sur la peau douce, pour laquelle ça peut mériter qu'on se batte. Voilà, La peau douce, c'est un titre de François Truffaut, mais on pense plutôt à d'autres films qui sont vraiment dans une veine romanesque dont Laurent Larivière peut être un des héritiers. Et puis, je concentrerai mon attention sur une scène que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vu beaucoup citée dans la presse. C'est la scène du trou dans le mur de la prison, quand tout à coup, il y a un jeu de champ contre champ, donc face à face, à travers le mur, entre les deux amants en Irlande. Cette scène-là, pour moi, elle convoque un pan entier du cinéma, avec des références très différentes, mais je les cite comme ça parce que ça vient nourrir l'imaginaire, et ce film est quand même un éloge de l'imaginaire. Moi, ça convoque par exemple le Mécano de la Générale de Buster Keaton, hors du cinéma français. Keaton est dans le camp de l'ennemi, il se planque sous la table et il y a quelqu'un avec un cigare qui fait un trou dans la nappe, et tout à coup la nappe forme un œilleton et il va voir arriver la femme qu'il aime par le biais de l'œilleton,
qui constitue un caméo en écho à la photographie qu'il a d'elle au début du film. Et donc il la regarde par cet endroit secret. Et évidemment, ce regard caché érotise aussi la présence de la femme. Or, le lien entre le trou et l'érotisme dans un rapport de couple ou de désir, c'est un des grands classiques de la mise en scène, y compris dans le cinéma français, qui n'est pas le plus sensuel et le plus érotique du monde. J'en citerai deux majeurs, et je pense que Laurent les connaît bien, puisque c'est vraiment des classiques importants. Le premier, c'est Une sale histoire de Jean Eustache, où toute la question, c'est de savoir quel est le plaisir qu'on peut avoir à découvrir le sexe des femmes avant de voir leur visage, parce que dans les toilettes, il y a un trou dans la porte. Et donc, tout à coup, on se concentre sur l'érotisation de ce trou qui permet au regard de filtrer et de découvrir le corps de l'autre. Et puis, encore plus direct, et là, à la limite de la pornographie, je pense même que le film doit être probablement considéré comme pornographique, un film qui s'appelle Un chant d'amour de Jean Genet, où là, le passage par le trou qui permet la sexualité en prison, donc le même lieu qu'ici, est encore plus explicite. Voilà. Et donc, tout à coup, le film travaille comme ça sur un certain nombre de figures, de dispositifs de mise en scène, et du coup, permet une sorte de surinvestissement cinéphilique, émotionnel, culturel, qui lui donne des sortes de strates et qui viennent enrichir le rapport à la mise en scène et au scénario. Bon. Mais tout ça ne... alors après, d'autres références sont apparues sous la plume de certains critiques. Il y a un critique qui a vraiment fait le travail de réception du film, c'est Jean-Michel Frodon, qui lui a cité la maison de famille comme un écho de problématiques que traite Arnaud Desplechin, par exemple. Mais on pourrait évidemment citer d'autres références, y compris du côté de Tchekhov ou du fumiel gothique anglais. Bon. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que ces projections-là racontent quelque chose du film, puisque le film est une incitation à la dérive imaginaire. Le scénario majeur parle de ça, et donc du coup, faire écho à la fois de ses souvenirs intimes et des projections fictionnelles, d'une certaine façon, me paraît rentrer en résonance avec le film. Alors, ça ne suffit pas à dire clairement de quoi parle le film, puisque je vous ai dit tout à l'heure, la force du film, c'est que son sujet, son cœur n'est pas livré tout de suite. Assez clairement, et pour le coup, Laurent Larivière en parle comme ça, c'est un éloge de la fiction. Le sujet du film, c'est la fiction. À quoi nous sert la fiction dans notre vie de tous les jours, avec un personnage central qui a un besoin vital de cette fiction, au sens propre. Cette fiction, elle inonde le film, il est partout. Et je dis inondé par référence à la présence de l'autre sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Elle est partout. D'abord, elle est là dans la scène d'ouverture. Vous vous souvenez, Isabelle Huppert s'adresse à nous et tout à coup, elle se met à raconter qu'elle a probablement rêvé une photographie qui montre la rencontre de ses parents dès le premier jour à côté du paquebot France, mais que cette photo n'a sans doute jamais existé. Évidemment, cette scène, elle raconte à la fois la façon dont elle a eu besoin de se raconter cette histoire, que cette photographie a fixé quelque chose. En même temps, elle raconte que l'image pourrait faire preuve. Or, la question de est-ce que l'image fait preuve ou pas est évidemment importante, y compris pour nous être renvoyée à nous. Est-ce que c'est parce qu'on voit le fils qu'il existe vraiment? Voilà. Évidemment, tout ici nous raconte que l'image ne fait pas preuve. Elle ne fait plus preuve. Et par ailleurs, s'il y a besoin de fixer ce souvenir, c'est-à-dire la première rencontre entre le père et la mère, c'est évidemment parce que le couple va ne plus exister. Et donc, on a besoin de se raccrocher à une image concrète qui va dire que le couple a bien existé, qu'ils se sont aimés, qu'ils se sont rencontrés. Et c'est à ça qu'il y a besoin de cette photographie imaginaire. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette image. Voilà. Or, c'est une image manquante. Et évidemment, ça aussi, c'est très important. Que les personnages se racontent des fictions, qu'ils se racontent des histoires, c'est une des constantes de presque tous les personnages du film. Alors, je ne vais pas les passer toutes en revue, ce serait un tout petit peu laborieux. Évidemment, le personnage qui vient le plus fortement en écho avec le personnage d'Isabelle Huppert, c'est sa mère, qui elle aussi s'est raconté beaucoup d'histoires. Probablement qu'elle s'est un tout petit peu trop raconté d'histoires sur la puissance de son histoire d'amour et de désir avec le prof japonais. Mais surtout, elle raconte des histoires dans la lettre qu'elle leur laisse comme héritage.
Elle leur dit d'ailleurs qu'elle ment, et d'ailleurs, vous avez vu que Swan Arlo dit « même morte, elle ment encore ». Juste avant que la voix réponde « oui, je mens, mais qu'est-ce que tu veux entendre? Est-ce que tu préférais que je dise la vérité ?» Voilà. Et donc, en écho à l'histoire principale, l'histoire de la mère raconte ce besoin de s'inventer des vies, y compris pour que la vie soit plus riche, et là, en l'occurrence, pour transmettre une valeur qui est la possibilité d'enchanter le monde. C'est ça qu'elle lui transmet comme leçon. C'est la possibilité que la vie soit plus riche, plus forte, parce qu'elle est enchantée par la fiction, même si ça peut se payer très cher. Et en l'occurrence, le film parle aussi de ça, du coût du rêve, de ce que ça peut coûter de faire des erreurs, voilà, puisque c'est comme ça qu'elle qualifie son choix de vie. À l'échelle de personnages moins importants, par exemple la vieille dame qui se fait voler son collier, elle aussi, elle a plusieurs histoires et plusieurs lectures de son destin possible. On ne sait pas exactement si elle était horrible avec son mari ou si au contraire le collier est le dernier cadeau qu'il a pu lui faire. Donc chaque fois qu'un fait arrive, tout à coup il y a un ou bien, pour faire écho à un texte important qu'Alain Resnais a beaucoup travaillé dans Smoking No Smoking. Et donc, le film est porteur de ces alternatives fictionnelles, ce qui fait qu'on choisit sa vie sur des orientations différentes et qu'on raconte plus ou moins la vérité. Par ailleurs, il y a une autre voie d'accès à la fiction dans le film, c'est évidemment les personnages qui écrivent des livres ou des textes. Elle écrit un journal intime, ces carnets que l'enfant va lire et où il va découvrir des pans de vérité dont on saura après qu'ils sont imaginaires. Les poils sur le torse qu'il compte, c'est ce qu'elle a rêvé, c'est ce qu'elle a imaginé, parce qu'il aurait pu être adolescent, jeune adulte, etc. Mais on comprendra à la fin qu'il n'aura jamais de poils sur le torse. Il est évidemment mort beaucoup trop jeune, à l'âge de 6 ans. Et puis il y a évidemment ce personnage de Lars Heidinger qui est écrivain, avec des textes qui sont empruntés pour partie à Martin Eden de Jack London. Et là, c'est clairement un jeu de miroir entre la source initiale et la copie, entre guillemets, puisque Martin Eden, c'est aussi l'histoire d'un écrivain qui, après des séries d'échecs, rencontre le succès, mais d'une certaine façon trop tard, et qui, quand il rencontre le succès, n'a plus le désir de réussir. Or, on voit bien que c'est ça aussi qui arrive à Lars Heidinger. Il n'y a plus de rapport à une créativité, à une inventivité dans ce qu'il produit. Elle le lui reproche d'ailleurs, en expliquant qu'il a déjà fait tout ça et ne fait que se répéter. Et il y a un autre point commun très fort, c'est la tentation du suicide, qui de toute évidence, enfin, qui est ce qui se produit dans Martin Eden, et qui ici est très très importante dans les propos du personnage et dans sa fascination pour la mort, ce qui crée évidemment un contrepoint au récit principal. Donc tout le film est structuré par des échos sur les fictions que chacun se raconte, ces échos venant anticiper le récit principal qui est comment une femme s'invente un fils qui désormais est mort. Autrement dit, ici, il s'agit d'incarner la fiction par un fantôme. C'est tout le projet du film. Et c'est ça qu'on peut ni dire dans la bande-annonce, ni dire en communication quand on fait de la pub pour le film, ni évidemment quand on présente une conférence à son sujet. Je rappelle que le mot fantôme en français a la même étymologie que le mot fantasme. Et il y a évidemment quelque chose de cet ordre-là, du fantasme et du fantôme dans la création de ce personnage. Je rappelle aussi que la question du fantôme et du cinéma sont des questions très importantes. Il y a un livre très important en français qui s'appelle « Vie des fantômes » par un enseignant de cinéma désormais décédé qui s'appelle Jean-Louis Letras et qui montre à quel point cette question du fantôme est originelle dans l'histoire du cinéma. Elle naît avec le cinéma. Dans les tout premiers textes critiques écrits sur le cinéma, quand il apparaît en 1895 dans les projections publiques et payantes à Paris, les tout premiers textes parlent des fantômes sur l'écran. Donc le mot existe en même temps que le cinéma. Et après, on peut faire une histoire du cinéma par la question du fantôme. Je raconte une anecdote, puisque Jean-Louis Letras est aussi un grand spécialiste de Nosferatu, Murnau. Quand Nosferatu sort sur les écrans, donc c'est une histoire de vampire, mais qui est assimilée à la figure du fantôme, et en plus, l'acteur est mort quand le film sort. Et donc quand on voit Max Schreck, qui par ailleurs est quand même pas n'importe quel nom, qui veut dire l'effroi en allemand, sur l'écran, ce qu'on voit, c'est son fantôme. Donc dans l'histoire du cinéma, il y a un lien ontologique au sens fort entre le fantôme et le cinéma lui-même.
Et par ailleurs, l'histoire du cinéma est jalonnée par des fantômes. On pense par exemple à Mankiewicz et l'aventure de Madame Muir, en anglais, Mrs. Muir and His Ghosts. Voilà. Et donc, ce film, du coup, va travailler sur un genre cinématographique croisé, enfin deux genres. Il y a un mélodrame, et Laurent Larivière est un cinéaste intéressé par le mélodrame. Il se trouve que pour jouer les scènes les plus fortes et intenses, à un moment, Isabelle Huppert est venue le voir et lui a dit « Mais alors, c'est presque Douglas Sirk ?» Et il a répondu « Oui, c'est du Douglas Sirk. » Voilà. Il faut aller au bout, il faut pleurer, il faut se donner, parce qu'on a le droit à une émotion franche. Et de toute évidence, quand j'évoquais tout à l'heure l'intelligence et la sensibilité, je crois que Laurent Larivière est un cinéaste extrêmement sensible et que du coup, on n'accède pas tout de suite aux larmes parce qu'il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles s'imposent par la profondeur du traitement. Du coup, ça définit le fantastique aussi, ce rapport-là au fantôme. Donc, j'évoquais le mélo, mais évidemment, le genre cinématographique auquel on pense aussi, c'est le cinéma fantastique, qui est défini par cette présence des fantômes. Et ici, on va travailler sur des figures codées du cinéma fantastique. Par exemple, cette maison, elle est un peu hantée par la présence du fils. Il y a un rapport direct à la mort, parce qu'il est mort là, dans la piscine, enfin, aux abords de la piscine. Du coup, évidemment, la première question, c'est de se dire, mais alors, qu'est-ce que apporte ce film à cette tradition-là du film de fantôme ou à ce croisement entre le cinéma fantastique et le mélodrame? Eh bien, un des apports, un des choix audacieux du film, c'est que le fantôme vieillisse. D'habitude, un fantôme, ça reste figé dans une espèce d'image idéale et ça ne vieillit jamais. Les vivants vieillissent et les morts restent comme ça, nimbés d'une espèce de figure que le temps n'affecte plus. Ici, le fantôme vieillit post-mortem, ce qui fait que Laurent Larivière a choisi de lui donner plusieurs incarnations successives, et en l'occurrence plusieurs corps d'acteurs, dont, ici pour l'enfant, Dimitri Doré et Swan Arlo dans les phases d'adolescence et de personnages adultes. Et là, le film, du coup, bascule presque plus du côté de l'étrange que du fantastique. Parce que même ce choix-là d'incarner un personnage par plusieurs acteurs qui ne se ressemblent pas totalement et qui ont une voix différente provoque un effet d'étrangeté qui le fait basculer un peu à côté du genre fantastique. C'est plus étrange et en un sens dérangeant parce que ça nécessite une chose, c'est qu'on est obligé d'y croire. Voilà. Et de ce point de vue, le film est assez gonflé parce qu'on a besoin de mettre une partie de nous pour y croire, alors qu'on voit bien que ça marche pas. Il n'y a pas d'effort de maquillage particulier pour qu'ils se ressemblent. Et d'ailleurs, Laurent dit volontiers que Dimitri Doré, ce qui est bizarre, c'est qu'il est trop vieux par rapport à l'âge qu'il est supposé incarner. Et donc là aussi, ça crée un décalage qui n'est pas nécessairement du côté de la vraisemblance, encore une fois, ou de la croyance acquise, parce qu'il faut que le spectateur investisse son désir de croire. Et c'est un des enjeux du film, et en tout cas de sa réussite pour le spectateur individuel qui se trouve face à lui. Parenthèse, cette question de faire revivre les morts, cette question du fantôme, moi je l'ai vu dans un film grec, mais apparemment il n'est pas encore sorti, où on invite une machine à faire renaître la mère qui est enterrée dans le jardin. Voilà, mais il est en voie d'achèvement et j'imagine qu'il sera prochainement sur les écrans grecs et j'espère français. Bon, alors pourquoi est-ce que ce film travaille à ce point sur la question du fantôme et que représente le fantôme dans le film? Je dirais qu'il représente trois choses différentes et potentiellement contradictoires et c'est aussi ça qui fait sa singularité. D'abord, il représente évidemment le remords, ce fantôme. Et donc, il y a un sentiment de culpabilité. Elle se sent responsable de la disparition de l'enfant. C'est son endormissement qui a provoqué la noyade. Donc, le film va être porteur de ça. Parenthèse, la question de la culpabilité a été abordée pendant la scène irlandaise où le personnage, à propos du procès dans les ruines, prononce cette phrase qui va être redite en écho dans la scène du café parisien, qui est la culpabilité ou innocence, qu'est-ce que ça change? C'est la même chose, c'est la même affaire, etc. Et effectivement, un enfant qui se noie par défaut d'attention, endormissement du corps, est-ce que la mère est coupable ou pas? Est-ce que, voilà, la question ne peut qu'être irrésolue à vie. De toute façon, elle portera cette culpabilité pendant toute son existence. Donc le fantôme incarne d'abord la figure du remords. Ensuite, il incarne évidemment le déni.
parce que ce fantôme, il aide à croire et à faire croire à nous, spectateurs, que l'enfant n'est pas mort, que les pompiers sont intervenus à temps et l'ont sauvé. Et la question du déni, on le sait, elle est importante dans le cinéma, ça permet de jouer avec la croyance du spectateur, puis elle est importante dans la vie, y compris sous un angle psychanalytique. Les fictions nous aident à accepter mieux le monde parce qu'on dénie la réalité, et en l'occurrence, la réalité de la mort. Et puis, troisième chose, le fantôme, il incarne très concrètement le besoin de fiction. Un fantôme au cinéma, ça parle toujours de cinéma. Ça parle de notre besoin d'avoir des fictions proposées, de nous raconter des histoires pour que la vie soit moins violente, moins dure. Pas seulement parce qu'on a vécu des drames, mais parce que ça nous emmène ailleurs. Et le ailleurs, c'est dans le monde imaginaire. Donc la vie, ici, n'est supportable que si on se raconte des histoires et des fictions. Et donc, évidemment, du coup, le film est en même temps un film sur le cinéma. Il est un film sur le cinéma avec là aussi une particularité sur laquelle j'insisterai volontiers, y compris par rapport à la programmation du festival, c'est que cet enfant, il est doublement fantomatique. Il est fantomatique aussi parce que son père a ignoré à la fois sa naissance et sa mort. Et d'ailleurs, elle lui dit à quoi ça aurait servi, enfin, ça aurait été cruel. Et un enfant dont le père ne sait pas qu'il est né puis mort, ben, ça évoque un autre film français que j'évoquais en introduction qui s'appelle Saint-Omer. Dans Saint-Omer, le père non plus ne sait pas que l'enfant a vécu et ne sait pas tout de suite que l'enfant a disparu. C'est quand même troublant, mais les deux films n'ont rien à voir d'autre que ça. Mais quand même, il y a cette espèce de double peine provoquée par ce statut de double fantôme qui les relie secrètement. Ici, il y a une volonté presque punitive, inconsciente, dans l'ignorance de la naissance et de la mort de l'enfant, c'est que le père est presque puni d'avoir quasiment en même temps eu un autre enfant. C'est donc une fille. Et le film, du coup, joue au puzzle avec le spectateur, puisqu'on va reconstituer certains éléments, des bribes, qui vont nous apprendre que probablement la fille qui devient banquière et qui travaille à la vérification des fraudes, et je ne sais plus exactement quelle est sa fonction dans la banque, est en fait probablement l'enfant dont on a découvert la naissance à venir quand elle revient dans le bar et qu'elle se rend compte que l'ancien amour d'il y a très longtemps avec la barwoman, en réalité, s'est prolongé, a repris et qu'elle a donné naissance à un autre enfant. Parenthèse, et là aussi ça fait partie de la dimension mélodramatique et des choses auxquelles on peut être assez sensible. Dans cette conversation de café qui tournera court parce qu'il n'y aura pas de suite, on le devine, il se passe quand même des choses importantes. Par exemple, il lui dit qu'il a toujours fait le mauvais choix dans la vie. Et évidemment, quand il dit ça, nous pouvons comprendre qu'en réalité, il a renoué avec cette fille pour des raisons presque géographiques, de proximité, mais qu'en fait, son histoire la plus intense, l'histoire d'amour la plus forte qu'il ait vécue, c'est probablement avec elle, avec Joan. De même, j'y insiste, parce que quand on revoit le film, ça crève les oreilles. Quand on le voit la première fois, évidemment, on peut ne pas immédiatement être sensible à ça, même si c'est quand même assez clairement dit. Quand il lui demande « Est-ce que tu as eu des enfants ?», elle répond « Un fils ». Ils sont devant la porte, avec le surcadrage des portes. Elle répond « Un fils ». Et elle précise « Je l'ai eu avec un homme que j'ai énormément aimé, dont je sais qu'il m'a aussi aimé. » Et lui ne rebondit pas du tout là-dessus. Et lui dit « Oui, oui, se perdre de vue, ça arrive, y compris au meilleur. » Et en fait, il n'entend pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle dit clairement, c'est qu'il lui annonce à ce moment-là qu'ils ont eu un fils ensemble. C'est lui, l'homme, qu'elle a beaucoup aimé et dont il est certain qu'il l'a aimé en retour. Et donc ce moment est déchirant quand on le revoit, parce que tout à coup, il y a un aveu, il y a une preuve de l'existence de l'amour et de l'enfant, sauf qu'il n'est pas en mesure de l'entendre. Ce qui fait que ça met le spectateur dans une position passionnante, qui est que nous avons accès à des voix, nous entendons des choses que les personnages ne peuvent pas entendre, au sens de comprendre cette fois, comme dans cette scène, et nous voyons des choses que seul Joan voit, mais que les autres personnages, eux, ne voient pas. Bon, donc du coup, évidemment, c'est la place du spectateur qui se donne à voir là. C'est-à-dire, à quoi sert le spectateur? Quelle est sa position? Est-ce que nous avons un temps d'avance sur les personnages ou un temps de retard? En l'occurrence, nous avons parfois un temps d'avance sur les personnages, y compris là sur le père, et puis nous avons parfois un temps de retard parce qu'on ne comprend pas tout de suite que l'enfant est mort.
Mais c'est là-dessus que je voudrais d'ailleurs rebondir. C'est-à-dire, est-ce que le film joue vraiment ou pas sur le dévoilement de la mort de l'enfant? Et la réponse est plus compliquée que ce qu'on croit, je crois. C'est-à-dire que ce n'est pas un film fondé sur une espèce de twist, j'allais dire à la Sixième Sens, que j'aime bien par ailleurs, le film de Shyamalan. C'est-à-dire tout à coup, on se rend compte que y a des morts et qu'en fait, on croyait qu'ils étaient vivants et tout à coup, ça crée une espèce de choc. Le film est plus fin que ça, je crois. Y compris parce que on comprend à des moments différents les uns des autres à quel moment on peut penser que finalement l'enfant n'a pas survécu. Et si on faisait un sondage, je pense que nous ne comprenons pas tous au même endroit qu'il est peut-être mort et que donc l'enfant qui grandit à l'écran, en réalité, est une projection, un fantasme, et donc un fantôme. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est un risque, ça, de cinéaste qu'il prend. C'est-à-dire qu'on peut se dire « Ah oui, bah ça va, j'avais compris, quoi ». Et qu'en réalité, c'est pas grave de comprendre. On peut comprendre plus ou moins tôt, et en même temps, le plaisir réel du spectateur ici, il n'est pas dans la révélation, il n'est pas dans la découverte, il est dans l'entre-deux. Le personnage qu'on voit sur l'écran, c'est un mort-vivant. Il est à la fois mort et vif. Et c'est pour ça que c'est beau. C'est parce qu'il est à la fois réellement mort et quand même réellement vivant, parce que la fiction a ce pouvoir de donner de la vie. Et donc, du coup, pour elle, il grandit. Et du coup, pour nous, il grandit. Elle le projette sur notre écran imaginaire. Alors, évidemment, ça passe par l'acceptation de notre manipulation. On est quand même manipulé. Mais nous sommes censés, et moi ça marche, avoir du plaisir à être manipulé au cinéma. On peut se laisser aller, en fait. On n'est pas obligé de se dire « Oh là là, je me sens supérieur au film parce que quand même, là, j'ai vu qu'il y avait des ficelles et tout ça. » Non, moi, j'aime être manipulé et j'aime me tromper. Et il faut accepter cette capacité à l'erreur, en fait, pour trouver du plaisir au film. Donc ici, la beauté, elle vient moins de ce qu'on sait que de ce qu'on ressent et de ce qu'on pressent. Ce qui fait que le film est assez étonnant à revoir, parce que quand on le revoit, tout à coup, il y a des choses qui se révèlent, adviennent, et qui ne peuvent plus être vues de la même façon. Alors ça, je vous propose de le regarder assez concrètement. Mais ça veut dire que du coup, Laurent Larivière mise aussi sur l'intuition du spectateur, qui se repose sur cette intuition. Vous allez comprendre des choses, mais vous ne pourrez pas encore les formuler, parce que c'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on ne peut pas encore conceptualiser, et dont on ne peut pas être absolument sûr. Et cet état-là de flottement et d'indécision me paraît être une des forces du film. Alors, pour le montrer, je propose de regarder tout de suite la toute première séquence. En fait, c'est une expérience très simple, hein, mais quand on revoit le film, les scènes durent juste 2 minutes, tout change. Parce qu'on sait qu'il est mort, et donc on a accès à un 2e degré de lecture. Là, imaginez qu'en fait, elle est en train de parler à un mort, et tout à coup, vous allez voir ce qui se joue vraiment dans cette scène. Donc on revoit la séquence de la cuisine. Alors, pour moi, c'est une scène très emblématique de la façon dont le film fonctionne. C'est-à-dire que tout à coup, quand on a accès à un 2e degré de compréhension, tout change. Le film est entièrement à double sens. Donc, analysons un petit peu cette séquence-là. D'abord, il y a le plan sur le canapé. Évidemment, vous aurez repéré au-dessus d'elle un tableau avec un enfant dans le noir, qui est évidemment une façon d'incarner le fantôme, déjà, par le biais du portrait. Cette question-là, des peintures et des dessins étant évidemment importante, y compris par rapport au fameux dessin d'Okuzai avec la pieuvre qui représente la mère dans la maison, dans la chambre d'amis, ce qui reste quand même bizarre. Bref. Deuxième chose, cette scène est une scène de dispute qui va basculer en champ contre champ, ce qui fait qu'ils vont chacun avoir leur espace. Et cette scène sert essentiellement à engueuler l'enfant pour sa disparition. C'est une séquence où la mère engueule son fils mort parce qu'il a disparu. Évidemment, quand on a accès à ce degré-là, c'est saisissant. Voilà. Parce qu'il est coupable de sa disparition. Et lui est obligé de dire « mais j'ai pas disparu, maman ». Et donc, comme si c'était lui qui expliquait à sa mère que si elle y croyait encore, il était encore vivant. C'est ça que raconte la scène. Donc il lui demande de le faire, il lui demande à elle de le faire encore exister
d'ailleurs, il a cette formule géniale, « Je suis un grand garçon ». Formule géniale parce qu'évidemment, elle contracte. On ne dit pas un grand garçon, enfin, sauf sur le mode ironique d'ailleurs. En fait, il était un petit garçon quand il est mort. Il avait 6 ans. Et donc là, ce qui existe, cette contraction, grand garçon, c'est qu'en fait, bah oui, il aurait pu vieillir et devenir un grand garçon, puis un adolescent et un adulte, sauf que ça n'a jamais eu lieu. Et donc, dans le paradoxe de cette expression, là, presque antonymique, grand garçon, eh ben, il y a quelque chose de cet ordre-là, du vieillissement accéléré que permet le rêve et le fantasme, mais que la vie réelle n'a absolument pas permis. Quand on demande à Laurent de commenter cette scène, il dit une chose qui me paraît assez forte pour comprendre comment ils ont conçu, avec son co-scénariste Laurent Scott, l'évolution du personnage, qui est qu'il ne voulait pas une vision idéale du point de vue de la mère. Il voulait que le fils résiste, qu'il ironise, qu'il engueule sa mère aussi. Et là, en l'occurrence, c'est une des scènes où on le voit, lui, dans sa capacité à fictionner, y compris parce qu'il réécrit la scène. Chacun est scénariste de sa vie et de la vie des autres. Il réécrit sa scène en faisant comme s'il avait été bien accueilli. Il lui dit « Ah, bah, t'aurais pu me dire ça », et puis hop, tout à coup, on voit une vérité alternative, une autre voie possible pour être accueilli au sein de cette famille. Et donc, à la fin de la séquence, elle finit par lui dire « Si c'est comme ça, tu ferais mieux de repartir au Canada ». Et évidemment, là, c'est une façon d'assumer la disparition, qu'elle devienne quasiment volontaire. Parce que cette mort est inadmissible, qu'elle est insupportable, une des voies possibles, c'est de faire comme si on l'avait choisie. Et donc, de la transposer dans un autre monde imaginaire, qu'il n'est pas au ciel, qu'il n'est pas mort et disparu. Au ciel, je pense à ce qu'on dit aux enfants pour leur faire accepter cette réalité violente de la mort, mais qu'il est de l'autre côté de l'Atlantique, voilà, qu'il est de l'autre côté du monde. Donc c'est normal qu'on ne le voit jamais. Et d'ailleurs, il lui dira qu'elle n'est jamais venue. Bah oui. Dans l'autre monde, on n'y va pas en touriste, voilà. Sauf dans la mythologie grecque. Bon. Par ailleurs, dans cette séquence, vous avez vu qu'il y a un très long travelling arrière sur la traversée du couloir. Ça fait partie de ces plans qui transforment cette maison en espace mental. Ici, assez clairement, pour ramener un souvenir, mais qui est en même temps une façon de réécrire l'histoire. Ce souvenir, c'est la noyade elle-même, puisqu'elle va le voir en train de s'immerger dans l'eau. Il est filmé en plan général, donc la caméra est très loin de lui, il rentre dans la piscine, et le fait d'être très loin de lui fait qu'il n'a pas vraiment d'âge, il n'a pas vraiment de hauteur de corps, on ne sait pas trop si c'est l'enfant ou l'adulte ou l'ado. Et ensuite, on va le reprendre alors qu'il sera sous l'eau, qui, elle aussi, a tendance à anamorphoser le corps, et donc, du coup, à le créer dans une espèce d'entre-deux eaux ou entre-deux âges, ce qui fait qu'il peut être à la fois enfant, adolescent et adulte. Et c'est là-dessus qu'on va couper, voilà, sur le fait qu'il est sous l'eau, dans un moment suspendu, que finalement, la fin du film finira par résoudre en révélant qu'il n'en est jamais sorti, d'une certaine façon. Voilà, et donc la traversée du couloir, c'est évidemment une façon de remonter le temps. Et donc c'est une façon de faire affleurer le souvenir, de la confronter à cette responsabilité-là, en rejouant la scène de la disparition. Bon, ça c'était pour la première scène. Elle m'intéresse aussi par résonance avec la deuxième, toujours sur cette idée qu'elle parle à un mort, et donc que tout le film peut être relu à l'aune de cette certitude désormais du mort-vivant. Les scènes marchent si on le croit vivant, mais elles marchent aussi si on le croit mort. Deuxième exemple, avec cette fois l'autre acteur, ça n'est plus Swan Arlo, mais c'est Dimitri Doré, que vous avez peut-être vu comme héros, enfin interprète principal du film, Bruno Redal, dans lequel il était formidable. Deuxième séquence. Là, on va l'analyser plus précisément. Alors, il y a 4 temps dans l'extrait qui vous a été montré. D'abord, il y a la promenade qui conduit à la boîte de nuit entre Dimitri Doré et Isabelle Huppert. Dans la salle de la boîte de nuit, il y a 2 phases différentes. Il y a une première phase de transmission des choses les plus importantes à dire à un enfant qui est en train de devenir un adulte. Voilà, tout va se jouer dans les 5 ans qui viennent, etc. Donc là, il y a une espèce de condensation des messages éducatifs. Ensuite, il y a la question de la danse. On va voir comment elle est mise en scène. Et ensuite, il y a le retour dans la maison pour la découverte que l'oiseau s'est envolé. La première partie et la dernière, la partie 1 et la partie 4, sont assez clairement en écho l'une à l'autre, l'une avec l'autre. Notamment parce que dans la conversation, il y a ce
petit fragment de phrase qui est « dans mon souvenir une éternité », le temps où il est resté sous l'eau. Et évidemment, cette phrase est à double sens. L'éternité dont il est question, c'est la mort. Et à ce fragment de phrase fait écho devant la porte la phrase « ne fais pas une sieste trop longue ». Bah oui, la sieste qu'il fait, de fait, elle est éternelle. Le repos éternel. Tu dormiras plus, tout ça. Donc ces deux fragments-là renvoient au statut de la mort qu'on ne peut plus changer, invariable. Au centre de cette séquence, il y a donc cette très belle scène de la boîte de nuit. Au passage, j'ai écorché le prénom du co-scénariste, c'est François Descotes. Je dis ça pour mettre en valeur les collaborateurs aussi de Laurent Larivière, et là, en l'occurrence, la chef opératrice, Céline Bozon, et la monteuse Marie-Pierre Frappier. Laurent disait que c'était une scène qui avait été assez compliquée à construire. Je pense que la construction à l'arrivée est extrêmement rigoureuse. Et je voudrais en parler un tout petit peu. Alors, moins de la partie transmission de ce qu'on doit dire en 3 phrases à un enfant, parce qu'il y a une densité nécessaire du temps, parce qu'en fait, on ne sait pas s'il va disparaître ou pas, vu qu'il est déjà mort. Et c'est quand même ça qui se joue. Parenthèse, c'est quand même une leçon de vie, et elle lui dit des choses qui, pour nous, ont aussi un double sens. Par exemple, elle lui dit on est toujours seul face aux choses. C'est une clé de lecture de la scène et du film. Elle est toute seule, et elle est toujours seule face aux choses. Bah oui, et pour cause, parce qu'il n'est pas là, puisque c'est un fantôme. Et elle lui dit tu sais déjà, et sur un ton très très étonné, il dit non. Donc ça fait partie des doubles sens que recèle la séquence. Non, ce qui m'intéresse encore plus, c'est la façon dont la danse est mise en scène. D'abord, il y a ce plan où elle s'éclate sur la piste de danse avec des lumières très bleutées pendant qu'il la regarde à distance au bar. Quand il va aller la rejoindre, donc ils sont dans 2 espaces très séparés et que la couleur, la lumière sépare totalement. Quand il va aller la rejoindre, il y a une voix hors champ où elle dit qu'il ne faut pas se fier au regard des autres. Le regard des autres ne devrait pas avoir d'importance, etc. Évidemment, cette phrase est une sorte d'antiphrase, puisqu'elle n'existe là que dans le regard de l'autre, et surtout inversement. Il n'existe que parce qu'elle veut encore le voir. Donc cette phrase est génialement problématique. En réalité, elle est en train de rêver que son fils qui vivrait encore pourrait l'admirer en train de danser encore à son âge sur une piste dans une boîte de nuit. C'est assez vertigineux en réalité. On comprend qu'elles doivent se tenir à la rampe à la fin, parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, du vertige du temps. Bon, donc la scène commence comme ça. Elle s'éclate sur la piste de danse, il est loin, etc. Et elle fait en sorte qu'il la rejoigne. Et là, elle va avoir un geste, là aussi génial, de mise en scène et de jeu, qui est qu'elle va l'animer, comme un pantin. Mais elle va lui donner vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle le secoue un peu, comme ça, elle le tient par les bras. Et donc, elle va le ressusciter, vraiment, littéralement, le mettre en mouvement, l'animer au sens propre, lui donner une âme. Et donc là, tout à coup, il va y avoir un moment de symbiose où les 2 personnages vont danser ensemble et s'éclater. Elle va le prendre dans les bras, et c'est très beau parce qu'en fait, il pourrait presque ne pas exister, se fondre dans son corps à elle, tellement il est, d'une certaine façon, transparent dans cette fusion, dans cette union. Mais il y a un moment de bascule, extrêmement subtilement mis en scène. Il y a un corps qui s'interpose à l'avant-plan et qui masque Dimitri Doré. Et là, tout à coup, le jeu d'Isabelle Huppert change, et au moment précis où le jeu d'Isabelle Huppert change, la musique extra-diégétique, donc la musique de fausse, comme on dit parfois, s'impose sur la musique diégétique de la boîte de nuit. Et tout à coup, la voix de la narration se fait entendre par cette musique-là, qui va totalement métamorphoser la scène, puisque à partir du moment où cette musique surgit, à partir du moment où le corps de Dimitri Doré est masqué, on va retrouver un chant contre chant qui va les isoler, tous les deux, chacun son espace. C'est lui qui va s'éclater, mais tout seul, et elle va finir, elle, accoudée au bar, comme l'enfant l'était avant, l'adolescent l'était avant, dans un renversement complet des situations. Et là, très clairement, elle va regarder des gens qui dansent, et d'une certaine façon, il n'existe plus. Et donc, très clairement, elle rêve cette scène. C'est dit, en fait, dans la mise en scène.
Et dans les moments où lui s'éclate, il y a deux détails que j'aime beaucoup. Le premier, c'est le travail sur la couleur dans cet espace-là, donc avec Céline Boson comme chef-op, qui est il va glisser du bleu, qui était la couleur de leur union dans cette boîte de nuit, au vert, qui va s'imposer derrière lui. Or, ce glissement du bleu au vert, c'est exactement ce qui s'opère pendant le générique du début, quand apparaît le nom de Dimitri Doré. C'est précisément à l'endroit du passage du bleu au vert. Et par ailleurs, si on cherche à tout prix une donnée symbolique, le vert, très souvent, a une valeur profondément ambivalente, très ambiguë. C'est à la fois la couleur de la mort, les cadavres, et c'est en même temps la couleur de la résurrection. D'ailleurs, si vous allez dans les églises, souvent, la résurrection du Christ est signifiée par la couleur verte. Là, c'est les deux à la fois. C'est à la fois le mort et c'est à la fois le ressuscité, puisque de fait, le fantôme lui permet cette résurrection. Dernier détail, le dernier plan qui le voit s'exciter sur la piste de danse le montre en contre-plongée très très forte, et puis là, il s'agite, il danse, etc. Or, cette échelle de plan ne sera utilisée qu'une autre fois. C'est quand Isabelle Huppert va s'endormir de nouveau sur un transat, comme le jour du meurtre, enfin de ce qu'elle vit, elle, comme un meurtre, de la mort. Et elle va être réveillée par l'avancée de Swan Arlo à contre-jour, qui sera entièrement dans l'ombre, et elle se protégera du soleil, alors qu'il est déjà dans l'ombre, en fait, qu'il lui fait déjà écran au soleil. Elle se protégera dans un geste qui raconte bien plus que le fait de se protéger du soleil. Et qui, par ailleurs, va résonner avec la fin du film quand elle dit qu'elle avait peur du jour avant et que maintenant, elle voudrait vivre dans un pays où il n'y a plus aucune nuit. Et donc, du coup, cette contre-plongée sur le corps de Dimitri Doré anticipe la contre-plongée sur le corps de Swan Arlo, qui est un moment décisif parce que juste après, elle va lui révéler qu'il est mort. De même qu'ici, juste après, la traversée des couloirs va nous révéler que c'est un fantôme et qu'il n'existe plus, qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Sauf que ça nous le révèle par l'image et pas encore par le texte, donc on ne peut pas encore avoir de certitude. Voilà. Et donc le film va très souvent fonctionner comme ça, par écho interne, par petites rimes. Et c'est aussi pour ça que j'aime le film. C'est parce qu'il nous laisse une place à nous, spectateurs, qui mise sur notre intelligence et notre sensibilité. Ce qui fait qu'il y a plein d'éléments qui sont donnés à voir et qui peuvent être interprétés de façon différente les uns des autres. Et ça fait partie de la richesse et de la polysémie du film. Tout film, toute œuvre d'art est polysémique. Celle-là, elle l'est plus fortement et plus richement qu'une autre parce que tout est travaillé pour être ambigu et à double entente. La moindre phrase est pensée pour avoir au moins 2 ou 3 significations. Il y a des formules, par exemple, je pense à la scène de l'ascenseur, par exemple, et où le type dit, le gardien, j'imagine, dit « c'est pas les morts qui manquent ici ». Cette phrase a au moins 3 sens. D'abord, ça veut dire qu'il y a plein de morts dans la résidence. OK, premier sens, littéral. Ensuite, il parle quand même de ici, c'est pas que la résidence, c'est dans l'ascenseur. Il y a un mort dans l'ascenseur, parce qu'il y a Swan Arlo qui voyage avec eux, qui est traitée de façon très différente par la lumière. Elle est beaucoup plus blanche et blafarde, à l'arrière-plan. Et d'ailleurs, elle va, réagir à ce que dit le gardien quand il dit qu'elle s'occupe très très bien des enfants, en disant c'est une plaisanterie, et c'est lui qui va sourire à l'arrière-plan dans un jeu de passation des paternités et maternités, quoi. Il est l'enfant qui a été pas très bien traité d'une femme qui a été pas très bien traitée par sa mère. Dans le film, évidemment, il y a 2 disparitions mises en écho. Il y a la disparition de la mère, celle qui a fui du jour au lendemain, et il y a la disparition de l'enfant qu'on essaye à tout prix de faire revenir. Et donc, nous avons beaucoup d'espace pour voyager et pour créer du lien entre ces absences-là, entre ces disparitions. Je cite pour finir 2-3 éléments comme ça qui créent du lien et qui, pour moi, indiquent la force et la puissance du film et son ouverture à notre imaginaire de spectateur. Par exemple, la question de l'arbre à la fin, qui est traitée en plusieurs temps. Vous avez vu que c'est en passant derrière un arbre qu'on va passer d'un acteur à l'autre. On a un travelling latéral qui accompagne la marche une fois que la vérité a été dite sur la mort de l'enfant. Et donc, la mère et les fantômes discutent. On commence par Swan Arlo, le fantôme adulte, et derrière un arbre, on glisse vers Dimitri Doré qui va poursuivre la conversation comme si de rien n'était. Donc l'arbre sert à masquer les ellipses temporelles et à remonter le temps. Et en marchant dans l'autre sens, parce que Dimitri Doré a disparu,
elle va aller retrouver l'enfant à l'âge de sa disparition, à l'âge de sa mort. Et elle dit, tiens, qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir? Et tout à coup, on est frappé, parce que quand on regarde l'image, on se dit, mais il fait pas noir, en fait. Et quand on regarde l'image, il y a un traitement lumineux de conte de fées, quoi. C'est presque magique. C'est le lierre qui est sur le tronc d'arbre, qui est éclairé et qui mène à l'enfant. Et c'est là où elle va, pour la première fois, lui demander de disparaître. Donc là, assumer la disparition, parenthèse, un peu comme on la faisait dans la scène du cuisine en disant « tu peux repartir au Canada si tu veux ». Sauf que là, c'est les fantômes entiers qu'elle chasse. C'est le besoin de cette fiction-là pour passer à autre chose, et en l'occurrence à l'histoire d'amour avec Lars Eidinger. Donc l'arbre, tout à coup, là, a une fonction presque magique, oui, dans un rapport au conte. Sauf que l'arbre dans le film, si on relit les pointillés, comme le fait tout spectateur de cinéma, de façon plus ou moins consciente et plus ou moins déliée, cet arbre, il va être utilisé à la toute fin, puisque la caméra va suivre l'arbre vers le ciel pour évoquer une autre géographie, une autre temporalité, se rapprocher des pôles, faire disparaître entièrement la nuit, et donc du coup adopter définitivement la lumière du jour. Or, dans la scène qu'on vient de voir, il y a un animal qui symbolise la nuit, c'est la chouette. Elle n'est pas n'importe comment, elle est empaillée, et donc une chouette empaillée, c'est évidemment un symbole nocturne et un symbole d'éternité de la mort. Voilà, c'est quelque chose qu'on garde à vie pour faire croire que la mort n'a pas eu lieu. Voilà. On le sait, y compris quand on a vu Psychose d'Hitchcock, parce qu'il y a des oiseaux empaillés dans Psychose et que c'est bien ça qu'il fait. Lui, avec sa mère, il la transforme, pardon pour ceux qui n'auraient pas vu Psychose et que je spoil, mais il la transforme en femme empaillée pour la garder près de lui et continuer à la faire vivre. Voilà, donc je prends cet exemple-là de l'arbre, mais je pourrais prendre un autre exemple, et je terminerai là-dessus, qui est l'exemple de l'eau. En fait, elle circule dans tout le film, il s'appelle La Rivière, donc il a choisi, c'est un pseudonyme, y compris par rapport à l'eau. Or là, l'eau, elle existe parce qu'elle entoure l'île de l'Irlande, et elle est présente en arrière-plan, notamment dans la séquence du château en ruine. Elle existe par la figuration de l'autre île en contrepoint, qui est le Japon, et donc par la présence de la pieuvre. Peut-être qu'on parlera de cette scène d'amour improbable qui reconstitue le tableau de Kusai. Elle existe évidemment dans la séquence de la souris et du bain de lait où Isabelle Huppert se projette à la place des souris qui perdent un élément de leur mémoire, qui perdent un souvenir parce qu'on les en ampute. Et puis elle existe évidemment dans la piscine, qui est le lieu de la mort. Et donc tous les éléments-là viennent se relier, l'eau et le lait qui se substituent, confortant l'idée que cette eau a aussi une valeur psychanalytique, qui renvoie au liquide amniotique et à l'acte de naissance, qui est en même temps ici un acte de mort. Le film ouvre des tas de pistes comme ça, très souvent, et du coup il est extrêmement riche à travailler et j'espère à transmettre. Bon. Et je terminerai du coup, puisque je suis aux portes de la psychanalyse, par une remarque. J'ai lu il n'y a pas longtemps l'interprétation des rêves de Freud. Et à un moment, il s'arrête sur ce que c'est que le déjà-vu. Et le film travaille beaucoup sur cette question du déjà-vu. Tiens, est-ce que je te reconnais ou pas? Il y a beaucoup de temps qu'a passé. Est-ce que c'est vraiment toi? Ça, c'est pour le face-à-face avec Doug vieilli. Mais est-ce que je te reconnais dans le texte que tu as produit? Est-ce que c'est d'ailleurs pas le même texte à l'identique? Donc, est-ce qu'il y a une permanence de l'identité? Et ça, c'est évidemment important dans un film qui choisit de demander à une actrice de jouer 20, 25 ans de sa propre vie. Est-ce que ce déjà-vu peut fonctionner alors qu'on change d'acteur? J'ai déjà évoqué cette question tout à l'heure. Or, Freud écrit sur le déjà-vu qu'il n'y a qu'un seul déjà-vu possible et que tout rêve de déjà-vu renvoie à une idée, l'utérus de la mère. Parce que c'est le seul lieu dans lequel on est sûr qu'on est déjà passé. C'est du Freud. Voilà, c'est une des voies d'interprétation possibles, et par ailleurs, convaincu que Laurent Larivière est lui-même intéressé par la psychanalyse. Et je conclus là-dessus, une des questions de la réception critique, c'était ça, c'était est-ce que ce film-là, ou ce genre de film a été déjà vu? Et moi, je pense vraiment que la voie qu'il essaye d'inventer entre le réalisme et le fantastique, entre le mélodrame et un cinéma de l'étrange, mais accessible au plus grand nombre, c'est une voie singulière, en fait. Et que probablement, la critique a été un peu paresseuse et ne l'a pas nécessairement perçue pour sa singularité. Et cette voie singulière, elle repose sur quelque chose qui me paraît important, qui est de mettre en scène la question de la croyance cinématographique. Et de ce point de vue, ce film renvoie à un film qui vient de sortir en France. Je ne sais pas s'il est encore déjà distribué
en Grèce qui s'appelle Goutte d'or d'un des amis de Laurent Larivière, qui est Clément Cogitor. Et dans Goutte d'or, ça parle de marabouts dans le quartier de la Goutte d'or à Paris, et qui donc sont notoirement des escrocs. Ils font croire qu'on peut parler aux morts. Il y a vraiment un rapport. Hein. Et à un moment dans le film, il y a une espèce de cassure qui est quelque chose que le cinéaste assume comme inacceptable, invraisemblable, injustifié. Et si on aime le film, il faut accepter qu'on ne comprendra pas ce qui se passe. Voilà, c'est donné pour incompréhensible. Et les gens qui n'aiment pas le film veulent du rationnel. Ils veulent qu'on leur explique pourquoi il sait que. Voilà. Et la force du film, c'est de dire non. Voilà, je te refuse l'accès à la compréhension et au savoir parce qu'on est au-delà, parce que précisément le sujet de mon film, c'est la croyance. C'est la part de toi-même que tu vas investir pour croire à une histoire. Et donc, du coup, évidemment, ces deux films-là ont en commun d'interroger le cinéma. Comment nous projetons de la croyance dans les films pour y adhérer plus fortement et pour, ici, recevoir un film qui ne fait que l'éloge de la fiction et donc l'éloge du cinéma, parce que c'est aussi ça. Nous projetons, le film projette sur nous, et c'est ce lieu de rencontre que le film explore. J'arrête là, mais pour vous donner la parole. Il y a de questions, permettez-moi de vous dire que la Goutte d'or a été un film qui a été projeté au Festival de Thessalonique. Est-ce qu'il y a de questions, s'il vous plaît? Allez-y. Oui. Un tour de force. Ce que je pensais avec votre analyse, c'était l'année dernière à Marienbad. Évidemment, c'est tout à fait cet jet entre mémoire, fiction, de fantômes. C'est réel, ça s'est passé, ça s'est jamais passé, ça s'est imaginé. Et je vous remercie pour tout ça. Bonsoir. Je voudrais que vous commentiez deux choses. Première chose, est-ce qu'on peut voir le fait de l'eau, l'élément de l'eau, comment l'eau lie les séquences, non pas comme cet indice autour des îles qui nous renvoie en mémoire, mais comme un poids comment en ce qui concerne le miroir, c'est-à-dire combien et comment l'eau et les liens pour une longue durée d'une identité pour la héros. Et deuxième point, est-ce qu'on peut voir au film de Larivière des liens aux films de style similaire comme Lost Highway de David Lynch, où ces films-là, nous avons cette dimension, dirais-je, ils nous refusent l'interprétation. Ces films nous dénient la compréhension au-delà d'un lien temporaire, même pour des choses qui nous sont révélées. C'est deux points, merci. Alors, c'est deux questions difficiles, parce que là, pour le coup, en tout cas pour la deuxième, il faudrait vraiment être Laurent Larivière pour y répondre pleinement. Et sur la première, évidemment qu'on pourrait analyser cette question-là du reflet et de la question de l'identité, parce que pour le coup, et là, il faudrait vraiment en passer par la psychanalyse et par la définition du narcissisme, qui, dans l'histoire de la psychanalyse, passe donc par le mythe de Narcisse. Je ne peux pas expliquer ça en Grèce, je vais être ridicule, mais qui, du coup, a une histoire qui le conduit vers le stade du miroir chez Lacan. Et il y a un vrai lien entre la vision du narcissisme par Freud et le stade du miroir chez Lacan. Et donc, du coup, le reflet devient un élément décisif pour se construire soi-même, pour construire et affirmer sa propre identité. Et le film, évidemment, est d'une certaine façon cet écho-là, mais cela dit, cette interprétation me paraît un tout petit peu limitée par le fait que le film travaille assez peu la question du reflet. Là, je pense en contrepoint à un film sur lequel j'ai travaillé récemment et où, pour le coup, c'est obsessionnel et qui travaille vraiment sur cette question-là de Narcisse, qui est le film Le secret derrière la porte de Fritz Lang, qui est un film très clairement influencé explicitement par la psychanalyse et du coup qui interroge cette question de l'identité. Et alors sur la question du rapport à David Lynch ou à la question de la compréhension du spectateur et à ce qu'on nous refuse
Le film, en réalité, ici, est assez elliptique, mais le sens se boucle quand même assez bien, en réalité. Alors que dans Lost Highway, il faut quand même le voir 12 fois pour réellement constituer le puzzle. Et encore, on formule des hypothèses, mais il n'y a aucune certitude donc, de compréhension. Donc le cinéma de Lynch est quand même plus absconce que le film que vous venez de voir. Parce qu'ici, ça fonctionne par strates. Il y a beaucoup de moments où on est dans une espèce de brouillard et où on n'est pas sûr de tout à fait comprendre. Mais en réalité, quand on voit ou revoit le film, tout s'éclaire presque. Voilà. Même s'il y a des ambivalences, Voilà. J'en cite une parce que Laurent m'a dit ça hier ou avant-hier et j'ai trouvé ça assez beau. Il m'a dit qu'il avait compris a posteriori qu'il y avait certaines phrases dont le sens lui avait échappé. Et je trouve ça assez fascinant que quelqu'un qui a travaillé très très longtemps en scénario, là c'est 4 ou 5 ans de travail, hein, avec François Delcourt, pardon, tout à coup se dise, une fois que le film est fait presque, mais cette phrase veut rien dire, ou alors c'est pas exactement ce que je voulais dire. Voilà. Ça raconte aussi la façon dont l'inconscient travaille les créateurs, et où du coup il faut accepter de ne pas être entièrement en position de contrôle et de maîtrise. Une des phrases qu'il citait, c'était la phrase qui disait, dans la fameuse séquence où elle l'emmène dans sa chambre d'enfant et où la porte est fermée. C'est pour ça que j'évoquais le secret derrière la porte. Voilà, il y a une porte fermée dans une maison et on ne peut pas l'ouvrir. Elle est interdite, elle est condamnée et elle croit savoir où est la clé, mais elle n'est pas là non plus. Donc ça raconte vraiment qu'on ne peut pas revivre parce qu'il n'est pas enfant et d'ailleurs il n'est pas vivant. Donc on va lui autoriser une autre chambre, qui est une chambre d'amis, où là, il peut être de passage, quoi, comme un fantôme. Et elle lui répond, ça te fera des souvenirs. Et effectivement, normalement, dans la vraie vie, on dirait, ça te rappellera des souvenirs. Fera, ça veut dire construire. Ça va te construire des souvenirs. Et donc, du coup, effectivement, on est déjà du côté de l'invention, de la fabrication de futurs souvenirs, parce que ça ne peut pas rappeler des souvenirs à quelqu'un qui n'a pas vécu cette histoire-là, puisque c'est elle qui les a inventés et pas lui. Voilà, et donc c'est presque un lapsus du film pour travailler sur le rapport à la psychanalyse, mais qui raconte vraiment quelque chose sur le rapport à la fiction, encore une fois, et à la psychologie, à l'identité des deux personnages principaux. Une autre question ? J'ai beaucoup aimé le film et les diverses questions, mais j'ai pas compris une séquence vers la fin du film, la séquence d'amour où elle est visitée de quelqu'un habillé en noir. C'est pas clair quelle est cette personne. Cela est fait exprès, c'est son fils, son premier amour. C'est qui cette personne en noir? J'ai pas compris. Je vois pas du tout à quelle scène vous faites référence là maintenant. C'est vers la fin, la dernière séquence d'amour, qu'une personne visite cette femme et ils sont ensemble. Mais quelle est cette personne-là? Je ne peux pas comprendre. Est-ce que quelqu'un peut me décrire la scène pour que je puisse répondre à cette question? Non. Personne en noir. Vous voyez, vous, je suis le seul à pas avoir ou... Ah, c'est ça que vous appelez la personne en noir? Parce que oui, le fils apparaît en noir, mais parce qu'il est à contre-jour. Et c'est Swan Arlo, c'est le fils, à qui elle va dire derrière qu'il est mort et qu'il n'aurait pas dû mourir parce qu'on ne meurt pas à 6 ans. Mais c'est explicite, donc je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence. C'est ça? D'accord. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Donc, oui, c'est un des moments où elle commence à dire la vérité et donc à affirmer la mort. Et là, la mort passe effectivement par un rapport à l'ombre et au noir, dans un jeu là de se protéger en principe du soleil. Sauf qu'en réalité, Laurent faisait remarquer ça, et effectivement, en le revoyant, c'est très très sensible. En fait, quand il y a un contre-champ sur lui, et on se rend compte que ce dont elle se protège, c'est pas du soleil, c'est de l'ombre. Parce qu'il voile entièrement le soleil, il le masque. Et donc, le raccord est bizarre, et la monteuse lui a dit « mais c'est bizarre de raccorder comme ça », et il a tenu à ça, à ce tout petit décalage,
qui en termes de sens est riche parce que étonnant, c'est qu'en réalité, elle met la main pour se protéger du surgissement de l'ombre et en l'occurrence de la frontalité de la mort, celle qu'elle va enfin verbaliser à lui, en direct. C'est au fantôme qu'elle parle. Et donc elle va enfin pouvoir lui dire qu'il est mort et qu'on ne meurt pas à cet âge-là, et de nouveau un peu l'engueuler quand même, un peu comme dans la scène de cuisine évoquée tout à l'heure. Donc oui, c'est bien l'enfant devenu adulte. Une autre question ? Στη μπαλέτα του. Vous avez mentionné beaucoup de films auparavant. Est-ce qu'on peut ajouter Andrzej Żurawski avec Isabella Zeni, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle parce qu'à Thessalonique, on m'a dit ça aussi. Et donc, j'ai dit à Laurent, on m'a demandé d'interpréter, moi, en tant que spectateur, la scène assez troublante avec la pieuvre. Et donc, j'ai donné des interprétations, dont on pourrait reparler. Et quelqu'un m'a dit, mais il y a une référence que vous ne mentionnez pas, c'est Possession de Żuławski, parce qu'il y a aussi une scène d'amour avec un monstre. Et donc, j'ai demandé à Laurent s'il l'avait consciemment, et il m'a dit qu'il avait vu ce film il y a très, très longtemps, mais qu'il n'y avait pas du tout pensé. Mais c'est typiquement, peut-être que vraiment, c'est l'inconscient, on crée aussi avec des choses dont on ne se souvient pas, en fait. Et le film raconte aussi ça. Il y a des choses dont on ne se souvient pas, mais qui continuent à nous habiter, et parfois qui ressurgissent, et on ne sait absolument pas consciemment que ça continue à nous influencer, et parfois à dicter nos idées, nos rêves. Donc oui, c'est une référence possible. Et par ailleurs, juste pour expliquer, évidemment, c'est une métaphore du désir qui l'étreint, enfin, qui prend possession d'elle, dans tous les sens du terme, y compris un sens très sexuel et phallique, avec je sais même plus, les tentacules, sachant qu'il y a un plan avant avec un travelling descendant comme ça qui laisse apparaître une tentacule dans quelque chose qui est à la fois burlesque et fantastique. Et puis, c'est en même temps une métaphore de la mort, quand même. Enfin, quelque chose qui, tout à coup, prend possession d'elle et la menace et risque de l'emporter vers le fond, parce que c'est quand même une pieuvre. Or, elle est kidnappée, quand même, aussi par le Japon, puisque c'est une gravure d'Okuzai, et donc ça se réfère aussi au Japon, où elle va partir bientôt. Et donc, du coup, il y a une espèce de polysémie aussi de l'image. Voilà. Elle est à la fois de l'ordre du désir et de la sexualité, en même temps de la menace de mort et de disparition. Or, elle va disparaître, et sur le territoire dont est originaire le peintre en question. Plus Żuławski. Une autre? Il y a madame qui hésitait à poser une question tout à l'heure. J'ai vu. Non? Oui? Allez. Il n'y a pas de question vraiment, juste des idées, juste des pensées. Je dirais, est-ce qu'on peut décoder en film et cela peut aider le spectateur? Votre analyse m'a ramené à l'analyse d'un poème. Et de cette façon, on fait les analyses poétiques. Si on considère que le film a été un poème, dans ce cas-là, notre lecture peut nous dépriver la possibilité de capter cette ambivalence qui serait très utile pour chacun d'entre nous, car il s'agirait d'une lecture différente. En même temps, la lecture de chaque spectateur vient de recréer le film d'une façon unique, c'est-à-dire il va ajouter sur le film des points nouveaux qui vont être ajoutés de chaque lecteur, de chaque spectateur. Donc, il est très important de faire des questions, mais en même temps, de nous faire poser des questions en ce qui concerne notre lecture sur le film. Moi, comme spectateur, au début, j'ai considéré que la héros invente sa vie complètement. J'ai pu penser que tout le film est un imaginaire, est une histoire imaginaire sur laquelle le spectateur place ses propres points de vue, sa propre réalité, son propre réalisme, voire naturalisme qui caractérise le cinéma français. Et je l'adore de ceci. Et le film a un élément très important. Malgré le fait que l'héros a perdu son fils,
Et il n'a pas vécu sur l'adolescence ou le fait de devenir majeur. Le film offre des traits, des éléments tirés de notre expérience que nous avons vécu cette adolescence. Donc, il nous donne des extraits, des éléments réels sur lesquels l'imaginaire est basé. Le spectateur a des données réelles sur lesquelles le film est bâti. Et pour moi, ceci a été un élément qui a fait les liens, les rapports émotionnels. En même temps, nous avons eu un cadre poétique. Pour moi, c'est un film poétique. Et pour ceci, il nous a donné la possibilité, il vous a donné cette possibilité de faire cette analyse poétique qui n'est pas nécessaire, mais en même temps, il est nécessaire pour que nous puissions le faire, car on ne peut pas revoir le film plusieurs fois. Quelques éléments que vous avez dit nous donnent la possibilité d'enrichir notre lecture, voire répondre à des questions plus profondes que nous n'avons pas eu la chance de décoder ou nous avons voulu une distance temporaire, une distance des temps pour revoir les temps entre nous avec tous ces éléments. Merci. Je suis d'accord à 200%. J'ajoute que la dimension poétique, elle est mise en abîme dans le film, parce qu'il y a un poème déclamé en japonais. Et d'ailleurs, il y a une espèce de blague, c'est que ce poème n'est pas un poème japonais, c'est un poème portugais que Laurent a fait traduire en japonais pour son contenu. Et donc, du coup, le film joue avec cette dimension poétique, et en l'occurrence, là, burlesque quand même, y compris quelqu'un qui a une histoire d'amour adultère avec un japonais et qui, pour le cacher, se grime en geisha japonaise. C'est déjà en soi absurde et drôle. Enfin, mais moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que je pense vraiment que ce type de film provoque chez chacun des interprétations. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes justes par ailleurs. C'est-à-dire qu'elles peuvent être plus ou moins pertinentes et on pourrait demander à chacun d'essayer de développer une idée. Je vais le faire maintenant, tiens, sur un truc que je n'ai pas abordé. Mais après, c'est les films qui nous disent si c'est intéressant, pas intéressant. En fait, il faut confronter les idées et les intuitions qu'on a avec les films tels qu'ils sont. Et ça permet de tirer certains fils qui sont plus ou moins riches, forts, ou au contraire de se dire « Ah bah oui, mais cette idée-là, elle est un petit peu à côté, en fait, elle ne produit pas grand-chose. » Mais peu importe, pendant le film, on passe notre temps à produire des sensations et des idées et des convocations imaginaires qui viennent nourrir notre relation à l'imaginaire du réalisateur. Je cite un autre exemple, c'est qu'une des questions qu'on se pose quand il y a plusieurs personnages comme ça, plusieurs pays, c'est quel est le rapport, par exemple. Donc là, il y a son enfant qui va grandir dans l'imaginaire, et puis il y a deux hommes de sa vie. Et donc forcément, dans notre cerveau a tendance à jouer au jeu des 7 différences, comme on fait souvent pendant les films, et à les mettre en rapport en se disant, tiens, est-ce qu'ils ont des points communs? Est-ce qu'il y a des choses qui les opposent? Et quand même, il y a celui qui lui fait vivre une histoire très intense, qui flirte avec l'illégalité, qui même tombe dans l'illégalité, mais qui en réalité aime encore une autre femme dont il ne parle pas. Et puis, en regard, il y a celui qui lui répète toute sa vie qu'il l'aime elle, et qui d'ailleurs, dans une scène extraordinaire à la télévision, dit « Mon problème, c'est que je l'aime, mais qu'elle ne m'aime pas, elle m'aime bien. » Voilà. Scène que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que Lars Eidinger est extraordinaire dans cette séquence. Et donc, nous faisons comme ça un jeu de comparaison, ce qui permet d'enrichir le rapport aux personnages, de les penser l'un par rapport à l'autre. Mais il y a quelque chose que nous ne faisons pas nécessairement, et donc ce type de conférence est aussi là pour ça, c'est d'essayer de comprendre quel rapport il y a entre ces deux personnages, pas seulement au niveau psychologique, mais au niveau de leur discours ou leur valeur métaphorique sur la mise en scène. Et pour moi, il y en a une valeur métaphorique. C'est que l'acte principal que fait Doug, c'est l'acte de pickpocket. Et l'acte de pickpocket, ça consiste à attirer l'attention sur un détail pour pouvoir agir de l'autre côté. C'est un truc de magicien, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que Robert Bresson avait demandé à Pierre Etex, qui était par ailleurs magicien, de jouer ce rôle-là, du pickpocket. Et donc, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il parle à l'oreille droite de quelqu'un et de l'autre côté, avec sa main gauche, il enlève le collier, par exemple. Or, ce qui se passe avec la mise en scène du personnage de l'écrivain allemand, d'une certaine façon, à un autre degré de lecture, c'est ce que fait Laurent Larivière. Je m'explique. Ce personnage passe son temps à dire qu'il va mourir. Quand on l'emmène à l'hôpital, il dit « Mais t'es jamais morte, toi ?»
Et le film, d'ailleurs, va jouer à ça. Enfin, dans la séquence que j'ai remontrée tout à l'heure, elle dit « mais j'étais morte d'inquiétude ». Enfin, et donc la mort va circuler beaucoup par des gens qui se l'approprient par tout le monde, sauf par celui qui est mort. Quand même, évidemment, très, très paradoxal. Et évidemment, le film joue au pickpocket. C'est-à-dire qu'il va désigner un personnage obsédé par la question de la mort, qui, par ailleurs, travaille en écho à Martin Eden, où le personnage finit par mourir. Et donc, du coup, tout va nous désigner que ce personnage est profondément toxique et autodestructeur, et que donc, a priori, s'il y a un mort dans le film, ça va être lui. Et pendant qu'on regarde cette main droite, qui est une main qui condamne à mort, de la main gauche, tout à coup, on se rend compte que le mort, c'était pas du tout lui, mais c'était l'autre, y compris dans l'ascenseur. J'ai pas été jusqu'au bout de c'est pas les morts qui manquent ici. En fait, la question de est-ce que les morts nous manquent peut aussi être interprétée au sens psychologique. Est-ce que la mère, en tant que morte, manque ou pas à sa fille? Fin de la parenthèse. Et donc, dans le même temps qu'on nous dit « oulala, attention, il est très très attiré par la mort, il est fasciné par la mort », en réalité, c'est celui qui va redonner vie. Et en réalité, le vrai mort, c'est pas du tout lui, c'est celui qui est à côté et qui surgit dans la scène du plateau télé, c'est-à-dire Dimitri Doré, première apparition, qui est lui le mort. Voilà. Et donc, le metteur en scène, là, fait un acte de pickpocket ou de magicien. Il attire notre attention sur un élément pour mieux faire surgir un élément à gauche. Et évidemment, c'est là qu'on le rattache à une certaine tradition des cinéastes manipulateurs. Mais mettre en scène, c'est manipuler. Voilà. Et ce film-là l'assume. Mais vous avez complètement raison, c'est une invention poétique et du coup, elle est ouverte à de très multiples interprétations. Le tout, c'est de demander aux spectateurs, mais a fortiori aux critiques, dont c'est le travail, de produire cet effort-là d'imagination et d'interprétation, parce que c'est comme ça aussi qu'on enrichit le film. Une petite dernière question ou remarque? Je pense que le mot de la fin est pour toi, Stéphane. Ah mince, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas conclure. Non, parce qu'en plus, on vient de dire que la conclusion était du côté des spectateurs. Donc, Ah. Ah, voilà. Ah. Merci. Juste une remarque. À la table où on voit la mère avec le fils, c'est qu'il n'est pas vivant, mange. Et l'être vivant ne mange pas. Il juste boit. Voilà un jeu de fantômes, selon moi. Et le jeu de ce qui est vivant et celui qui est mort. Et cela peut nous amener aux Jésus-Christ. Après la résurrection de la fille, elle a demandé aux autres de la nourrir pour que tous comprennent qu'elle n'était pas un fantôme. Je pense que c'est un rapport clair. Et c'est un choix du scénariste en une très belle séquence. Merci. Oui, qu'on pourrait d'ailleurs développer dans la façon dont il met en scène l'espace du cimetière, avec une espèce de jeu de mots sur l'espace mémoriel et avec une petite ironie pour savoir comment on débaptise ou rebaptise le jardin du souvenir, en l'occurrence, sauf que le film entier est un espace mémoriel, en fait. C'est une façon de raconter ce qu'est le film dans son ensemble. Un film est un espace mémoriel où se jouent, y compris parfois par concurrence, les mémoires des personnages. Est-ce qu'on en garde ou pas? Et dans cette scène de cimetière, tout est mis en scène pour créer un statut très à part de Yann Arlo qui habite l'arrière-plan de la scène et qui tout à coup va faire une digression sur les souris et la possibilité d'enlever un souvenir. Voilà, et lui aussi, il est complètement décalé, on trinque et on évoque le fait qu'on aurait mieux fait de prendre du saké que du vin rouge, etc. Et le personnage est à la fois visible pour sa mère, mais totalement invisible pour l'amant. Voilà, et donc ça fait partie des séquences qui mettent très clairement en scène la présence du fantôme, y compris ce long travelling où le fantôme quitte le cimetière, en fait, qui est évidemment extrêmement forte et symbolique. Cette question du symbolique était une des questions sur lesquelles est revenu Laurent Larivière quand il a présenté le film ici à Athènes, en disant que la difficulté avec son co-scénariste, donc François Descotes, c'était de trouver le point d'équilibre entre l'anecdotique et le symbolique. C'est-à-dire que le film ne bascule jamais entièrement ni dans l'anecdotique, où là on serait dans le fameux réalisme, mais de façon trop peu travaillée d'une certaine façon, ni dans le symbolique où tout ferait tellement sens que ça manquerait de vie et d'épaisseur. Et je pense que le film trouve le juste milieu. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Stéphane Goudet d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous pour cette belle discussion. Nous continuons jusqu'à mercredi ici au Festival francophone à l'Institut Astros et Danaos. Merci beaucoup.
Bonne soirée.